Un petit village sans histoire de 2300 âmes où il fait bon vivre. Pourtant, cette quiétude ne va pas durer. La vie tranquille des habitants va bientôt basculer dans l'angoisse. Pour moi, c'était du jamais vu. Le 11 août 1995, une grange passe de nouveau en fin d'après-midi. Quelques semaines plus tard, c'est une autre mois. 5 bâtiments s'enflamment sans aucune raison apparente. L'angoisse commence à gagner les habitants. Et ce n'est que le début du cauchemar. Il y avait une véritable psychose à Moirans qui s'emparait de la population. Les incendies, jusque-là circonscrits à la périphérie du village, s'abattent en plein cœur de Moirans en montagne. Les maisons brûlent les unes après les autres, parfois même plusieurs dans la même journée. Les pompiers... Il y avait beaucoup de pression, elle était beaucoup stressée, toujours sur le qui-vive. Le 20 janvier 1996, un drame s'abat dans l'une des rues principales du village. Un incendie d'une rare violence se déclare dans la maison d'une des habitantes. Annie Raffin et Gérard David, le pompier qui tente de la secourir, restent dans les flares en montagne. L'angoisse gagne les habitants. Les gens vivaient dans la crainte de voir leur maison brûler, vivaient dans la crainte de mourir brûlés vifs dans leur maison. Que se passe-t-il dans ce petit village autrefois si tranquille? Comment expliquer cette vingtaine de feux qui mettent en danger la vie de tous les habitants? Les enquêteurs et les pompiers vont faire face à l'une... 2 granges qui s'embrasent, les gendarmes en ont vu d'autres. Pour le moment, pas de quoi jouer les Sherlock Holmes. Après la période de fenaison, il arrive, lorsqu'il y a des orages, que des granges prennent spontanément feu. On a pensé que c'était la fermentation du foin qui avait déclaré l'incendie accidentel. Mais par la suite, ça commençait à devenir inquiétant parce que c'était trop répétitif. Donc, on se demandait ce qui se passait. Mais les feux se multiplient. Pompiers et gendarmes sentent que quelque chose cloche. Ces incendies en rase campagne ne sont pas l'œuvre du hasard. Et les jours qui viennent vont confirmer leurs soupçons. Les incendies se sont intensifiés à partir de la fin de l'année 1995 et surtout du mois de janvier 1996 par plusieurs incendies le même jour. Dans certaines habitations où on trouvait quelques effets brûlés, un lampadaire. Le 4 novembre 1995, les feux s'attaquent pour la première fois à des maisons d'habitation. C'est la villa de Jean-Pierre, un retraité, qui est la première touchée par les flammes. Une armoire dans la chambre qui s'embrase sans aucune raison. Les pompiers viennent rapidement voisines, souvent dans les garages ou les caves, et ils ne sont pas au bout de leur peine. Le cauchemar s'accentue encore au cours du mois de janvier 1996. Entre le 7 et le 20 janvier, les pompiers interviennent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Un rythme effréné pour ces volontaires qui n'ont jamais rencontré une telle situation. Pris par ces incendies, et donc je me relevais des fois la nuit pour venir voir ce qui se passait. C'était éprouvant. Les habitants sont terrorisés. Qui sera le prochain à voir sa maison calcinée par les flammes? Des questions auxquelles les enquêteurs ne peuvent répondre. Ils n'ont pas la moindre piste pour expliquer ces incendies. La seule constatation qu'ils parviennent à établir les plonge un peu plus dans le mystère. Les feux se déclarent tous dans le même quartier. Clairement, c'était le quartier de la rue des Cars. Sachant qu'on en a eu d'autres ailleurs. Oui, c'était... Relâche le quartier. Enfin, une série d'experts est dépêchée dans le village. Tension enfouie dans la rue des Cars. Il se peut que cette ligne haute tension puisse avoir des conséquences et entraîner dans les habitations des étincelles de feu qui peuvent ensuite entraîner des incendies. Bien évidemment, qu'est-ce que fait le magistrat que je suis? Il saisit un expert. Les experts scientifiques placent des capteurs le long du réseau. Durant plusieurs jours, ils relèvent les mesures des compteurs. Mais sans succès. Aucune défaillance technique n'est décelée. Pour s'en assurer, ils coupent la ligne électrique. Mais d'autres feux se déclarent pendant l'interruption. C'est un échec pour les enquêteurs. Il n'y a aucun lien entre la ligne à haute tension et les incendies. Ils n'ont pas mis en évidence des anomalies qui pouvaient expliquer des départs d'incendie spontanés et des feux de l'intensité de ceux qui avaient été constatés.
Si ce n'est pas une cause électrique spécifique au quartier des Cars, de quoi peut-il s'agir? D'où viennent ces incendies? Un état d'alerte permanent est mis en place. Mais les flammes continuent. D'autres pistes techniques, entre guillemets, on a... Et donc, avec les enquêteurs, on s'était dit qu'on allait prendre toutes ces hypothèses et essayer de fermer les portes les unes après les autres. Des dizaines d'experts venus de toute la France et même du ministère de la Défense viennent dans le sol, réfutent toute présence de gaz inflammable. L'enquête piétine. Alors comment expliquer ces incendies? Devant l'impuissance des enquêteurs, la population et les journalistes se tournent vers les hypothèses les plus farfelues. On a même eu des personnes qui nous ont parlé de phénomènes paranormaux, avec des problèmes de sorcellerie, et des gens qui, effectivement, c'était assez particulier, puisque des personnes venaient de tous les coins de France, voire même de Belgique, je me souviens, pour faire des relevés avec des appareils, quelquefois pour certains tout à fait farfelus, et nous indiquer qu'il se passait des choses bizarres dans cette partie du Jura. Des hypothèses les plus sérieuses aux plus folles, rien ne permet de savoir ce qui déclenche ces incendies dans le quartier des Cars. L'enquête est au point mort. Les habitants vivent dans l'angoisse. Leur maison sera-t-elle la prochaine à prendre feu? Chacun se demandait si tout à l'heure, ce soir, demain, c'était pas sa maison qui allait être incendiée et si on n'allait pas perdre un proche dans un incendie. Donc il y avait une très profonde inquiétude et une véritable psychose qui s'était cristallisée sur la ville de Moirans. Jusque-là, l'effet est omniprésent. On intervenait souvent pour un oui, pour un non. En temps normal, on n'en aurait pas fait cas. Mais comme c'était en période sous tension... Il va fournir une nouvelle piste aux enquêteurs. Le 20 janvier 1996, un énième feu se déclare en plein centre du village, au 14 rue des Cars. Sa penderie s'embrase. Les flammes gagnent rapidement le reste de l'appartement. Un incendie d'une violence sans précédent. Les pompiers qui étaient sur place ont évoqué donc l'intensité de la chaleur. Pour eux, ils n'avaient jamais été confrontés à un brasier. Le feu prend vite, trop vite. Handicapée, Annie Raffin est prise au piège dans sa maison en flammes. La chaleur est insoutenable, jusqu'à 300 degrés. Au départ de l'incendie, elle s'est présentée à la fenêtre pour appeler au secours. Effectivement, les pompiers étaient très ennuyés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir la faire sortir par la fenêtre. Donc il fallait trouver un autre moyen d'entrer dans la maison à cause de son handicap. Et malheureusement, l'intensité du feu et surtout l'énorme fumée a fait que Mme Raffin, elle a succombé, elle a été asphyxiée par ces fumées. Avec son bas d'appareil respiratoire, et puis ça l'a asphyxiée, quoi. Malheureusement. Gérard David n'a que 35 ans. Il est pompier avec Annie Raffin. Ces deux décès laissent le village de Moirans pu se déclarer dans une penderie où il n'y a aucune trace d'électricité. S'il ne trouve incendie ne touche pas que le quartier des Cars. Il semble viser une famille en particulier. C'était la famille encore Raffin. Alors, famille Raffin, ces incendies seraient-ils intentionnels? L'enquête va alors se tourner vers une piste qui semblait jusqu'alors improbable dans ce village paisible. La piste criminelle. On est passé vraiment à la vitesse supérieure, quoi. Là, on s'est dit que les choses étaient vraisemblablement plus compliquées que ce qu'on imaginait. Les enquêteurs ont établi, on va dire, une liste de suspects potentiels. Les regards convergent assez rapidement vers un homme de 35 ans, Pascal Raffin. Un ouvrier en plasturgie, apprécié de tout le village et à première vue au-dessus de tout soupçon. Il y avait au moins un nom qui ressortait sur tous les incendies. Donc ça nous a quand même un peu mis la... C'était un jeune homme, disons, très discret, pas tellement intellectuel, mais... Cet homme introverti et sans histoire pourrait-il être à l'origine de ces feux criminels? Une semaine. C'est pas très simple parce que Moirans en montagne, c'est une petite ville en capacité de se fondre dans la population. C'était pas très simple non plus qu'il reste là peut-être pendant plusieurs jours, être au plus près de M. Raffin sans se faire remarquer. Et donc, à ce moment-là, ils ont utilisé le fait qu'il y avait plein de journalistes à Moirans en montagne et donc ils se sont fait eux aussi passer pour des journalistes et donc ils ont pu suivre de manière
complètement invisible, Pascal Raffin. La ténacité des gendarmes va payer. Le 4 février, 15 jours seulement après l'incendie meurtrier, Raffin est pris en flagrant délit. Il met le feu à une poussette dans le hall d'un immeuble. Donc c'est quand même un premier élément qui est incontestable. Pascal Raffin est immé de village depuis de longs mois. Au fil de l'interrogatoire, les enquêteurs remarquent des... Ce sont des éléments qui viennent se rajouter sur ceux qu'on avait pu rassembler auparavant. L'étau se resserre autour de Pascal Raffin. De la haine contre ses victimes. Quelqu'un qui est assez introverti, qui parlait peu, qui s'exprimait essentiellement par monosyllabes et qui a apporté aucune réponse à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Il a été incapable de s'expliquer sur ses motivations. Il affirme seulement qu'il n'a jamais voulu tuer sa tante ni personne d'autre. Il aurait agi guidé par des pulsions. Il serait ce que l'on appelle... avoir la manie de mettre le feu. Pyros. Ils sont incapables, par exemple, d'exprimer leur agressivité par les moyens qui sont les moyens normaux. Ceux de la parole, ceux éventuellement du passage à l'acte dans un conflit direct. Ils rentrent tout en eux et après ça va sortir de façon cachée par... 64 après Jésus-Christ, un quart de la ville de Rome disparaît dans les flammes, sous la folie incendiaire. Tous les ans, ce sont des centaines d'hectares qui partent en fumée à cause de ce trouble mental. Et Pascal Raffin semble en avoir le profil type. Il était conscient de ce qu'il faisait, mais c'était plus fort que lui, ses impulsions, il fallait qu'il allume. On a pu découvrir qu'il y avait des contentieux affectifs forts dans la famille de l'auteur, où des taiseux, comme on dit, qui ne parlent pas, n'exprimaient pas les sentiments. Vieux garçon, solitaire, Raffin aurait... Avec un petit briquet en plastique, il a réussi à terroriser tout un village pendant presque un an. C'est le feu, c'est la chaleur, c'est le spectacle, c'est la lumière, c'est en plus l'excitation des autres. Et là, le pyromane peut jouir inconsciemment d'être celui qui fait danser les marionnettes. Il a... Cette pathologie ne touche qu'une partie de la personnalité. En deux, les enquêteurs se sont laissés duper. Ils n'avaient jamais eu affaire dans leur carrière à un pareil cas. Cette affaire était pour nous une affaire tout à fait exceptionnelle. C'était la première fois que je voyais la pyromanie comme ça, quoi. Moi, je n'avais jamais été confrontée à ce type de comportement-là, et d'ailleurs, je n'ai pas été type-là. Seuls 1% des incendiaires sont reconnus pyromanes par les psychiatres. La justice n'a d'ailleurs pas déclaré Pascal Raffin comme tel. Un an après cette affaire, il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Pascal Raffin est sorti de détention. Il serait venu se réinstaller dans la région du Jura, alors pas forcément à Moirans-en-Montagne, mais en tous les cas réinstallé dans la région du Jura. Et là encore, sous toute réserve, c'est des informations qui m'ont été données, il se serait marié. Et il aurait une vie, j'ai envie de dire, il aurait retrouvé une vie normale. Cette maladie reste un mystère. Personne ne sait aujourd'hui si un pyromane peut être guéri.